Mes chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 13e conférence sur le thème de la frange entre l'ordre et le chaos. Un de mes amis m'a dit récemment: «Je vais écouter ta conférence car c'est un sujet politique très critique». Et là, je n'ai pas compris. Et oui, en fait, il avait lu La France entre l'ordre et le chaos. Alors, c'est pas du tout de ça dont je vais parler. Je vais vous parler de l'univers, de la vie et de ce qui se passe à la frange entre l'ordre et le chaos. Et ce qui se passe, c'est le développement de la complexité. Les êtres vivants, les sociétés, tout ce qui est complexe dans le cosmos se développe sur une frange très étroite qui se trouve entre l'ordre d'un côté, le chaos de l'autre, entre Charybde et Scylla, si vous préférez. Je vais, comme souvent à mon habitude, commencer par une petite phrase, mais très profonde. Emmanuel Kant disait: «Dieu a induit un art secret dans les forces de la nature, de façon à lui permettre de se façonner à partir du chaos en un monde parfait». Alors, je pense que ça vaut le coup de s'attarder un peu sur les termes de cette phrase. Le premier thème, c'est Dieu. Alors, je ne suis pas croyant, donc je ne vais pas vous présenter un projet divin, je vais vous présenter un monde qui, depuis le Big Bang jusqu'à nous, s'organise tout seul, et c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Alors, je l'ai précisé X fois, cette idée n'élimine pas Dieu. En effet, si le monde s'auto-organise comme ceci, c'est parce que les ingrédients de départ sont faits pour cela quelque part, ou sont en tout cas très bien ajustés. Et là, pourquoi? Eh bien, on en reparlera dans cette conférence, on n'en sait rien et je pense qu'on n'en saura rien tant qu'existera l'humanité, ce qui fait qu'il y aura ceux qui voient la main de Dieu et ceux qui voient quelque chose de naturel qui se serait fait tout seul. Alors ça, c'était pour Dieu. Ensuite, a induit un art secret dans les forces de la nature. Et oui, c'est ce que je viens de dire. Dans les forces de la nature, il y a un art secret. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Je ne le sais pas. Cet art secret dans les forces de la nature permet à l'univers de se façonner à partir du chaos. Et oui, ça c'est clair, on voit surgir dans une grande mer de chaos, on voit surgir des structures organisées, que ce soit des galaxies, des étoiles, que ce soit des êtres vivants ou des sociétés. Et il termine en disant de se façonner à partir du chaos en un monde parfait. Alors c'est peut-être le terme sur lequel je ne serais pas d'accord dans cette phrase. Je ne pense pas du tout que le monde soit en aucune manière parfait. Simplement, je dirais qu'il est bien fait, c'est-à-dire qu'on voit des structures cohérentes, organisées, structurées et vivantes en même temps, et qui présente une certaine harmonie et disons carrément de la beauté. Voilà, moi je donnerai tous ces termes, mais je n'adopterai pas celui de parfait. Nous allons parler de ces systèmes qui se créent, hein, ces structures. On appelle cela des systèmes auto-organisés qui sont maintenus loin de l'équilibre. On va voir ce que ça veut dire. Et je vous en donnerai deux exemples qui sont très courants et très intéressants à étudier. Les états critiques auto-organisés, ce sont des états qui se calent tout seuls sur un état critique et qui y restent de façon stable, une étoile par exemple. Deuxième catégorie dont nous parlerons, les systèmes complexes adaptatifs qui là sont les structures les plus complexes qui soient. En fait, ça tourne autour de la vie et de tout ce qui va derrière la vie, c'est-à-dire l'homme, le cerveau, les sociétés. Là, dans la partie la plus complexe finalement de l'univers que nous connaissons, on trouve ces systèmes complexes adaptatifs. Et puis je finirai par vous expliquer que l'homme n'a pas un cerveau, mais à mon sens, il en a trois. Pour commencer, eh bien, parlons de cette frange entre l'ordre et le chaos. Alors, j'ai précisé l'ordre inerte parce que l'ordre, souvent dans notre langage, c'est une vertu positive, ça veut dire que les choses sont bien organisées. Moi, le terme d'ordre que j'emploierai ici, c'est un ordre stérile, c'est l'ordre inerte, c'est une forme de mort en fait. Je vous ai dit la dernière fois que tout partait du Big Bang
et que le Big Bang, pour des raisons tout à fait mystérieuses, est simple et ordonné, c'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation que nous avons qualifiée d'entropie faible. Entropie faible, ça veut dire quelque chose d'organisé. Et nous avions vu qu'à partir de ce niveau d'entropie faible, eh bien, l'univers allait dévaler la pente. Dévaler vers quoi? Vers la désorganisation, c'est-à-dire dévaler vers l'entropie maximum. C'est donc un mouvement qui est entre deux points, un point de départ ordonné, un point d'arrivée désorganisé. Et entre les deux, je vous avais dit que se formait la complexité. Mais nous allons voir qu'elle ne se forme pas partout, la complexité. Elle se forme en quelques endroits très précis. On voit donc apparaître des structures de tous ordres à partir du Big Bang, et surtout l'agrégation du nuage de gaz du départ qui s'agrège en étoiles. Et à partir de là, c'est tout le cosmos qui se construit et toute la complexité en certains endroits. Eh bien, dans tout ce qui va naître du Big Bang, je vais distinguer trois types de zones. Il y a des zones chaotiques. Qu'est-ce que j'appelle chaotique? Je veux dire des zones qui sont très changeantes, qui sont en général indescriptibles tellement elles changent, et en tout cas qui sont toujours imprévisibles. Ces zones, c'est par exemple une tempête. Qui a vu une vraie grande tempête de près sait ce qu'est le chaos. C'est aussi la fournaise au centre d'une étoile. Vous n'imaginez pas voir se constituer des structures complexes au milieu du Soleil, parce qu'il fait trop chaud et tout cela est animé de courants violents et c'est un endroit chaotique. Une autre zone qui pourrait être chaotique, et ceci se produira dans très très longtemps, ce sont des zones truffées de trous noirs. Lorsque la matière s'agrège, au final, la dernière structure qui se forme, c'est le trou noir. Et le trou noir, c'est l'entropie maximum, c'est la désorganisation maximum. Et donc, le trou noir est une structure extrêmement simple. Il suffit de 3 chiffres pour le qualifier. Donc, un trou noir, ce n'est pas plus compliqué qu'une particule. Et c'est le destin final de notre univers. Là, on sera dans le chaos total. Alors voilà ce que sont les parties de l'univers que je qualifie de chaotiques. Alors Dieu merci, il y en a d'autres qui, elles, s'ordonnent. Mais quand elles s'ordonnent trop, c'est-à-dire qu'elles deviennent inertes, eh bien là, il ne s'y passe pas plus de choses. Autrement dit, je résumerai en disant les zones chaotiques, c'est la mort, et les zones ordonnées inertes, c'est-à-dire quand l'ordre est arrivé à son maximum, sont aussi la mort. En général, ce sont des structures qui ont atteint leur état d'énergie minimum et qui donc ne bougent plus. L'exemple classique, c'est le cristal. Un cristal, ce sont des atomes qui sont bien ordonnés l'un à côté de l'autre en fonction des lois de la physique. Et une fois qu'ils se sont parfaitement ordonnés, comme dans un diamant par exemple, ils ne bougent plus. Ces cristaux, en général, sont durs précisément parce qu'ils ne peuvent plus changer. On ne peut pas les déformer, ils sont arrivés à un stade extrait dans lequel ils n'ont pas de possibilité d'évolution. Ces zones inertes, c'est aussi une planète rocheuse, Mercure, ou un astéroïde perdu au loin dans le système solaire. Voilà, alors il existe des structures chaotiques, c'est la mort, il existe des structures ordonnées, l'ordre, c'est la mort aussi, mais Dieu merci, entre les deux, il y a un troisième type de structure, et ce sont les structures qui peuvent développer la complexité. C'est ce que j'appelle la frange entre l'ordre et le chaos. Alors nous verrons que cette frange est très étroite, c'est-à-dire que, soyons clairs, le gros de l'univers est chaotique ou ordonné, mais la partie qui est entre les deux, la frange qui se trouve entre les deux, est très fine. Eh bien, pourquoi ces zones-là peuvent développer la complexité? Je pense que c'est pour une raison qu'on observe très bien sur Terre, c'est que dans ces zones peut s'établir un équilibre harmonieux entre la diversité et la stabilité. Pour que quelque chose devienne complexe, il faut les deux. Il faut de la diversité, de la créativité, et il faut de la stabilité, parce qu'il faut que ce qui se crée existe un temps minimum. Par exemple, un homme se crée et il va vivre 80 ans.
Alors, je donne tout de suite des exemples de cette frange entre l'ordre et le chaos. Eh bien, la Terre. La Terre est le plus merveilleux exemple qu'on connaisse. La Terre est le seul endroit que nous connaissions où est apparue la vie, et de surcroît qu'elle vit, puisqu'on est arrivé jusqu'à l'être pensant. Donc, nul doute que la Terre est un endroit extrêmement favorisé parmi tout ce qui peut exister partout, dans tous les systèmes planétaires qui existent dans la galaxie et dans les autres galaxies. La Terre est certainement très singulière. Alors, elle est à la frange entre l'ordre et le chaos. Vous voyez, dans le système solaire, elle se trouve entre Mars et Vénus. Mars, c'est l'ordre. Tout est gelé, tout est caillouteux, tout est inerte. Voilà, ça c'est Mars. Et Vénus. Vénus, à l'inverse, c'est le chaos. Vénus, 500 et quelques degrés à la surface, des gaz turbulents partout, une chaleur qui empêche la vie, pas d'eau liquide, etc. Eh bien, nous nous trouvons, nous, entre l'ordre et le chaos, à la bonne place entre les deux. Et à cette bonne place, il se trouve aussi que ça correspond à la température de l'eau liquide. Vous connaissez certainement la température de la Terre parce que on en parle beaucoup en écologie. La Terre, si on fait une moyenne entre les pôles et l'équateur, la Terre se trouve à 15 degrés. Voilà la température moyenne de la Terre. Eh bien, 15 degrés, ça se trouve pile dans la frange où existe l'eau liquide, c'est-à-dire une frange de 100 degrés. Pour vous dire à quel point cette frange est fine, si vous observez le cosmos, vous voyez des températures soit beaucoup plus froides, soit beaucoup plus élevées. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus froid, qu'est-ce qu'il y a de plus élevé? Le plus froid, je vais vous dire, c'est très simple, c'est l'univers lointain. Quand vous regardez loin, si vous ne regardez pas une étoile ou une galaxie, si vous regardez dans la partie noire et vous regardez le plus loin possible, eh bien là, vous voyez un univers qui est presque arrivé au zéro absolu. Oui, l'univers lointain se trouve, quand on s'éloigne du Soleil, hein, l'univers lointain se trouve à 2,7 degrés Kelvin, c'est-à-dire à peine 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est lorsque tout est mort, tout est froid, tout est inerte, tout est immobile. Et puis à l'inverse, si vous visez bien certains endroits, là vous allez trouver des températures beaucoup plus chaudes. Sur le Soleil, vous allez trouver 5-6 000 degrés. Si vous pouviez aller au centre du Soleil, vous trouveriez 15 millions de degrés. Mais il y a d'autres phénomènes, certains nuages qui sont chauffés par des trous noirs ou certains cataclysmes comme les supernovas. Il y a donc ce genre de phénomène où là, vous pouvez monter au-delà du milliard de degrés. Donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu d'un côté, des milliards de degrés de l'autre, voilà la plage dans laquelle évolue l'univers. Et nous, eh bien, nous sommes dans une plage bien plus étroite qui est la plage où existe de l'eau liquide, une plage de 100 degrés. Vous voyez, 100 par rapport à des milliards. Eh bien, dans cette zone de l'ordre et du chaos, ce que l'on trouve, eh bien, ce sont les galaxies qui s'organisent, les étoiles, les planètes, l'être vivant, bien évidemment. Là, on est totalement dans la complexité et la biosphère sur Terre est précisément un magnifique endroit situé entre l'ordre et le chaos. Je vous ai dit que cette frange était très étroite. Eh bien, je vais vous donner des chiffres à ce niveau-là. Vous voyez ici la Terre qui est entre Vénus et Mars. Je crois qu'il y a une petite erreur sur la taille de Vénus d'ailleurs parce qu'elle semble plus grosse que la Terre. Mais bon, peu importe. La Terre se trouve là où il y a la flèche blanche. Eh bien, les planètes en soi sont déjà des objets très riches, hein. Il y a une riche chimie sur les planètes. Eh bien, les planètes sont déjà en soi une frange entre l'ordre et le chaos. Eh bien, si je prends toutes les planètes de notre système, j'y ajoute, allez, on va être généreux, tous les astéroïdes de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort, c'est-à-dire pratiquement tout ce qui peut exister comme cailloux. Si je prends tout cela tourne autour du Soleil, si je prends tout cela, c'est seulement 1,3 pour 1000 de la masse du Soleil. Autrement dit, quand le gaz du Big Bang
dans notre région s'est agrégé pour former le Soleil, pratiquement tout est tombé dans le Soleil, et il est resté un tout petit résidu de 1,3 pour 1000 de la masse qui s'est agrégée. Ce tout petit résidu, c'est le système des planètes avec ses lunes et ses astéroïdes. Donc vous voyez, lorsque je vous dis que les planètes sont un endroit intéressant pour développer la complexité, c'est 1,3 pour 1000 de la masse du système solaire. Je continue. Je vous ai dit que la Terre avait cette chance de se trouver au bon endroit, pas trop près, pas trop loin du Soleil, pour avoir de l'eau liquide. Alors, où peut-on trouver la vie? On ne trouvera pas la vie sur Mars. Il y a plus de chances de la trouver sur 5 lunes de Jupiter et de Saturne, qui s'appellent Titan, Encelade, etc. Il y en a 5. Et la plupart de ces lunes contiennent beaucoup d'eau. Même certaines de ces lunes contiennent beaucoup plus d'eau que la Terre, parce qu'elles sont faites d'eau à l'intérieur, certaines. Et donc, puisqu'il y a beaucoup d'eau liquide, on pense que ce sont des endroits qui sont des candidats pour trouver la vie. Eh bien, cela ne représente que 5 pour 1000 de la masse totale des planètes. Vous voyez donc, quand je parle de frange et que je dis qu'elle est étroite, je parle du système planétaire comme étant 1,3 pour 1000 de la masse du Soleil, et dans ces 1,3 pour 1000, il faut encore sélectionner 5 pour 1000 de cela pour avoir des endroits où la vie puisse exister et où donc puisse se développer une très grande complexité. Alors vous voyez donc que ces franges, je vais vous en parler beaucoup, elles sont très étroites. Alors vous pourriez vous poser une question, c'est amusant parce que moi je me la suis posée longtemps avant de trouver une réponse finalement extrêmement simple. Vous pouvez vous poser la question, il y a des structures complexes dans l'univers, il y a peut-être la vie ailleurs. Pourquoi existent-ils ces zones dans la frange entre l'ordre et le chaos? Ben, la réponse pour moi est tout à fait évidente, elle est très très simple, c'est que l'univers depuis le Big Bang s'organise en certains endroits, d'autres endroits restent chaotiques. Et donc finalement, on peut résumer les choses en disant que une immense proportion de l'univers est soit chaotique, soit ordonnée. Mais entre ces zones-là, chaotiques et ordonnées, il y a des frontières. Ben oui, forcément. Et ces frontières, elles sont très étroites. Et dans ces frontières, la complexité peut se développer. Alors, il n'y a pas de miracle derrière tout ça, c'est simplement qu'il y a plein de zones chaotiques, plein de zones ordonnées, et forcément, il existe des frontières très fines entre les deux. Alors, on va s'intéresser à ces frontières, à la frange entre l'ordre et le chaos. Et j'ai pensé pour cela à une petite histoire. Alors là, je suis dans la fiction totale, disons dans la science-fiction, une expérience de pensée finalement qui permet de comprendre ce que je vous disais. Imaginons que nous soyons dans une fusée qui est partie vers une exoplanète. En effet, avec nos télescopes, on a trouvé une exoplanète qui devrait contenir de l'eau. Et le but de l'expédition dans cette fusée, c'est d'aller voir de près cette planète, de se mettre en orbite autour, de prendre des mesures et de voir s'il y a une chance d'y trouver la vie ou non. Alors, cette planète, elle a une particularité, c'est qu'elle est toujours orientée de la même façon vers son étoile, que j'ai représentée ici. C'est un peu comme la Lune. Vous savez que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Eh bien, on va supposer la même chose pour cette planète. Elle a une face qui regarde toujours l'étoile. Et évidemment, cette face est très chaude, elle est brûlée par l'étoile, et vous avez donc de ce côté-là un hémisphère de feu. L'autre côté est toujours tourné vers l'espace, dont je vous disais qu'il est à 3 degrés Kelvin, très froid, et donc l'autre face, c'est de la glace. Peut-être du caillou, mais en tout cas, c'est glacé. Et entre les deux, évidemment, entre le feu et la glace, il y a une zone où le feu rencontre la glace, et là, il doit se passer des choses intéressantes. Et effectivement, lorsque vous approchez de cette planète, immédiatement, vous allez vous dire, si je veux chercher la vie,
je ne vais pas la trouver dans l'hémisphère feu, je ne vais pas la trouver dans l'hémisphère glace, je vais la trouver à l'interface entre les deux. Et c'est donc cette zone entre l'ordre et le chaos qui va être intéressante. Alors vous allez amener votre fusée près de cette étoile, vous allez vous mettre en orbite horizontalement de façon à pouvoir survoler alternativement le feu et la glace. Ça va vous permettre de qualifier la température du feu, la température de la glace. Vous allez mesurer la composition chimique, mais bon, vous n'avez pas trouvé quelque chose de très intéressant. Mais dès que vous aurez pris ces mesures moyennes, qui sont utiles quand même, et ça va vous prendre 1 ou 2 jours, eh bien vous allez changer l'orbite de votre vaisseau et vous allez mettre cette orbite dans le sens vertical pour survoler la zone qui est intéressante, c'est la zone de frontière entre le feu et la glace. Et pourquoi cette zone est intéressante? D'abord, vous allez y trouver des états de la matière variés. Vous allez trouver du gazeux, du solide, peut-être des plasmas, du liquide. Et tout ça avec des courants importants, parce que vous avez beaucoup de chaleur et de froid qui se mélangent, donc vous avez des courants importants. Et vous allez probablement découvrir une grande complexité chimique. Vous allez peut-être trouver des centaines ou des milliers de molécules différentes dans cette zone-là, alors que les deux hémisphères sont très pauvres. Et donc, nul doute que si la vie existe dans cette planète, c'est là qu'on peut la trouver. Alors voilà pour illustrer cette notion de frange entre l'ordre et le chaos, et toujours vous rappeler que c'est une frange qui est très étroite. Eh bien, c'est un fait qu'on a prouvé par la théorie et par les simulations, c'est le fait que la complexité se développe là. Alors qu'a-t-on fait? On a fait des simulations numériques, là je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça nous emmènerait sur des choses complexes. On a utilisé des automates cellulaires. Ce sont des êtres qui sont faux, qui sont fabriqués par l'ordinateur. Eh bien avec ce type de programme, on a construit un automate qui peut tomber dans l'ordre ou tomber dans le chaos. Et il y a un curseur. Et on peut déplacer ce curseur vers l'ordre ou vers le chaos. Qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on bouge le critère vers l'ordre, rien ne se passe d'intéressant. Lorsqu'on le bouge vers le chaos, là, pareil. Et entre les deux, tout d'un coup, on voit monter en flèche la complexité. Alors moi, ça me rappelle aussi un souvenir ancien, les postes de radio FM, et même avant les postes à modulation d'amplitude. On avait un bouton pour chercher les fréquences, et quand on voulait chercher Europe 1, on tournait le bouton, et si on était un peu trop bas en fréquence, il n'y avait que du bruit. Quand on était plus haut, il n'y avait que du bruit. Et entre les deux, à un moment, ça s'accordait et on entendait Europe 1. Voilà, eh bien on a donc montré par des simulations numériques que la complexité se développe uniquement dans une zone très étroite entre l'ordre et le chaos. Alors maintenant, une considération qui nous fait revenir sur les aspects métaphysiques. C'est que, toujours avec des simulations numériques, on a découvert que notre univers était lui-même très ajusté entre l'ordre et le chaos. C'est-à-dire que même notre univers, qui contient de l'ordre et du chaos, lui-même, c'est un cas particulier, en fait, entre des univers complètement chaotiques et des univers complètement ordonnés. Alors comment a-t-on trouvé ça? Je vous l'avais expliqué lors d'une conférence précédente. On simule par ordinateur ce que serait un univers si on bougeait un petit peu certaines constantes. Alors, il y a à peu près une quinzaine de constantes qui sont la constante de gravitation, la constante de structure fine, qui est en fait l'intensité de la force électromagnétique. Et puis, on peut continuer. Il y a bien sûr la vitesse de la lumière, il y a la constante de Planck, etc. Si on prend une de ces 15 constantes, disons, et qu'on la déplace un tout petit peu, on regarde par simulation numérique ce que donnerait notre univers. Et on s'aperçoit qu'il suffit de décaler ne serait-ce que de 1% une quelconque de ces constantes pour trouver des univers qui sont soit chaotiques, soit trop ordonnés. Et cela, c'est ce qu'on appelle des univers jouets. C'est-à-dire qu'on joue avec l'ordinateur à fabriquer des univers théoriques, des univers qu'on ne pourra jamais observer en vrai.
Alors, effectivement, ça interpelle beaucoup parce qu'on s'aperçoit que vraiment, il suffit de décaler de façon très très faible une de ces constantes, une seule, hein, c'est même pas la peine de décaler les autres. Si vous en décalez une, ça suffit. Alors, je vous donne un exemple de cela. La constante de structure fine, c'est la constante qui qualifie la force électromagnétique, la force des aimants, les forces des moteurs électriques, etc. Mais c'est aussi la force de la chimie. La chimie fonctionne essentiellement par la force électromagnétique qui gère les relations entre les atomes et fabrique les molécules. Donc la chimie repose sur la force électromagnétique. Alors, je vous donne un exemple fictif. Nous baissons un peu de 1%, ça suffit, nous baissons un peu cette constante, et donc la force d'attraction entre les atomes, la force électromagnétique, sera un peu plus faible, 1% plus faible. Eh bien, dans ce cas, comme la force qui lie les atomes est plus faible, ça veut dire que les molécules seront instables. Il y aura donc d'abord beaucoup plus de molécules qu'il n'en existe aujourd'hui. Sur Terre, des molécules minérales, il y en a à peu près 2000. Hein. Bah, au lieu de 2000 molécules, on en aurait peut-être 10 000, 100 000, et ces molécules passeraient leur temps à changer. Alors je donne une image pour comprendre cela. Si vous étiez dans un tel monde et vous décidiez d'aller vous laver les mains au lavabo, eh bien vos mains se dissoudraient dans le savon, tout simplement. Maintenant, à l'inverse, si on augmente de 1% la constante en question, la liaison entre les atomes est un peu plus 1% plus forte, et là, nous aurions des molécules beaucoup plus stables et en nombre plus petit, c'est-à-dire qu'au lieu de 2000 molécules, nous en aurions peut-être 50 ou 100, et en plus, elles seraient très stables. Ce qui veut dire que la chimie développée entre ces molécules serait extrêmement pauvre. Voilà, donc la complexité, et en tout cas la complexité immense de la vie, n'aurait jamais pu se développer dans un monde qui serait comme ceci, avec une constante de la force électromagnétique plus faible ou plus élevée. Alors ça pose un grand problème, c'est pourquoi? Je vous renvoie à une conférence que j'avais faite sur le sujet. On appelle ceci le mystère de l'ajustement fin. Et je pense que ça sera un mystère aussi longtemps qu'existera l'humanité, parce que si on veut résoudre ce mystère, il faut parler d'autres univers, et comme on n'est pas dans d'autres univers, on est dans le nôtre, je ne vois pas comment on pourrait trouver la réponse. Alors, je crois qu'on se contentera de deux réponses possibles, à mon avis. La première réponse est divine, c'est-à-dire, oui, l'univers est parfaitement ajusté, et c'est la preuve qu'une puissance supérieure en a voulu ainsi, et cette puissance supérieure a réglé le bouton de toutes les constantes exactement où il fallait pour trouver la station Europe 1. Alors, pour les non-croyants, il y a plusieurs théories, mais celle qui tient la corde et qui est purement spéculative, hein, je le précise tout de suite, aucune preuve, c'est la théorie du multivers. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire, bah, finalement, on ne le sait pas et on ne le saura jamais, mais il doit exister peut-être des myriades et des myriades d'univers. Et parmi ces univers, s'il en existe, allez, même je dirais une infinité, si il en existe énormément, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un endroit, il y ait un univers qui a été fertile. Et s'il a été fertile, il a mené jusqu'à la vie. Et il ne faut pas nous étonner que nous soyons, nous, dans un tel univers. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Eh bien, je dis que tout cela, ce sont des croyances. Autrement dit, si vous croyez à l'un ou vous croyez à l'autre, bah, continuez à croire ce que vous voulez parce que personne ne pourra invalider votre croyance. Et à titre de boutade, je dis souvent que sur ces sujets métaphysiques dans lesquels il n'y a aucune preuve scientifique, aucun moyen scientifique de trancher, eh bien, il y a des croyances qui sont soit revêtues d'un habit religieux, soit revêtues d'un habit scientifique, c'est-à-dire qu'on les formule sous une forme scientifique, mais elles ne sont pas plus scientifiques que la première, parce qu'elles n'ont pas plus de preuves. Alors voilà pour cette frange entre l'ordre et le chaos, en précisant que probablement, c'est ce que nous disent beaucoup de mesures ou de simulations aujourd'hui, probablement notre univers se trouve lui-même dans une frange entre l'ordre et le chaos. Pour avancer dans ces systèmes complexes, il faut parler d'un homme important qui s'appelle
Ilya Prigogine. Bon, aucun rapport avec celui qui s'est illustré pendant la guerre d'Ukraine. Ilya Prigogine, lui, qui est aussi d'origine russe, est un prix Nobel qui a apporté une révolution en physique dans la fin du XXe siècle. Alors, quelle est cette révolution? Jusqu'à Prigogine, la physique, et c'est la physique que j'ai étudiée moi à l'école polytechnique, la physique s'intéressait essentiellement aux systèmes en équilibre ou proches de l'équilibre. Alors pourquoi cette restriction? Tout simplement parce que c'est plus simple. Alors vous me direz, mais la physique que vous avez appris à l'école polytechnique, elle était simple? Non, elle est très complexe. Mais elle est traitée très complexe, mais elle s'appliquait à des objets finalement très simples. Et pourquoi? Parce qu'on n'avait pas trouvé mieux. Mais les objets qui nous entourent ne sont pas à l'équilibre. Ils sont tous en déséquilibre, quasiment tous. Bon, peut-être pas la bague en or que vous avez sur votre doigt ou votre alliance, elle est dans un état stable. Mais tout le reste, votre personne, la société dans laquelle vous vivez, votre cerveau, vos enfants, tout cela est instable. Vous, vous êtes instable, comme moi. Ah oui, là, vous m'écoutez, vous respirez de l'oxygène. Pourquoi vous respirez de l'air? C'est parce que votre corps est en déséquilibre chimique et vous avez constamment besoin d'injecter de l'air pour le maintenir. C'est un peu comme le pneu d'un vélo qui fuirait et il faudrait en permanence avec une pompe lui ajouter de l'air. Eh bien vous, c'est la même chose, vous êtes dans un déséquilibre chimique. Si vous arrêtez de respirer, vous êtes mort très très vite. Et donc votre corps est en déséquilibre. Eh bien tout ce qui vous entoure est en déséquilibre. Vous ouvrez la fenêtre, il y a du vent. Pourquoi il y a du vent? Il y a du vent parce qu'il y a un déséquilibre entre des masses d'air chaudes et froides qui crée un courant, un gradient, comme on dit, une variation de pression, et tout ça est en déséquilibre. Donc tout ce que vous voyez autour de vous est en permanence en déséquilibre quelque part. Ou en tout cas tout ce qui est intéressant. Le caillou qui est sur la montagne en face de chez vous au sport d'hiver, lui, il est peut-être stable et c'est une forme ordonnée, mais ça n'intéresse personne, sauf pour aller faire de l'alpinisme. Alors quand vous irez faire de l'alpinisme, vous serez de nouveau en déséquilibre quelque part. Alors, je dis que tout est en déséquilibre et c'est là qu'intervient Ilya Prigogine qui a eu le courage de s'intéresser aux systèmes qui sont éloignés de l'équilibre. Et les systèmes qu'il a étudiés se définissent ainsi. D'abord, ce sont des systèmes ouverts. Ouvert, ça veut dire qu'ils communiquent avec l'extérieur. Vous, je disais que vous respirez de l'air, ça veut bien dire que vous êtes ouvert. D'ailleurs, vous ouvrez la bouche pour respirer. Donc, vous recevez cet oxygène et vous recrachez du gaz carbonique. Donc, vous voyez, vous êtes ouvert, vous avez des entrées d'un côté, des sorties de l'autre. Eh bien, donc, les objets ouverts, ce sont des objets qui échangent avec leur environnement. Ils sont donc traversés par un flux de matière, un flux d'informations aussi et un flux d'énergie. Ça veut dire que tout ça entre par un côté et ressort par l'autre. Deuxièmement, les systèmes qu'étudie Prigogine sont dissipatifs, c'est-à-dire qu'ils dissipent de l'énergie, ou pour employer le mot que nous avions utilisé la fois dernière, il fait de l'entropie. Le système ouvert étudié par Prigogine, c'est une espèce de machine qui consomme de l'énergie, mais aussi de la matière, et qui va dissiper de l'énergie. Et dernière chose, je l'ai dit dès le départ, c'est éloigné de l'équilibre. Alors tout de suite des exemples pour ne pas rester sur cette définition très théorique. Le plus simple des exemples, c'est la rivière d'Héraclite. Héraclite disait « On ne se baigne jamais dans la même rivière ». Et oui, vous vous baignez aujourd'hui, vous retournez vous baigner demain, vous avez l'impression d'entrer dans la même rivière, mais ce n'est pas la même rivière. L'eau est descendue 1 kilomètre plus bas, c'est de l'eau nouvelle. Donc la rivière se renouvelle en permanence, ce n'est jamais la même rivière. Et là, vous voyez bien un système qui est ouvert, puisque la rivière reçoit l'eau de l'amont et elle cède vers l'aval. C'est un système qui dissipe de l'énergie. Alors vous voyez peut-être pas cette énergie, mais ça se passe au fond, c'est la friction entre l'eau
et les galets, et ça transforme les cailloux en galets d'ailleurs, hein. C'est là que part une partie de l'énergie. Donc elle dissipe de l'énergie, et puis elle est éloignée de l'équilibre puisqu'elle coule. Elle coule parce qu'il y a une pente légère et c'est un déséquilibre. Un exemple qui est très beau, c'est la photo que vous avez à droite, c'est la tache rouge de Jupiter. Alors cette photo, c'est une sélection que j'ai faite sur une photo plus grande. Je vous engage vraiment à chercher ces photos, elles sont magnifiques, c'est absolument superbe. Les photos de Jupiter qui ont été prises par une sonde et qui sont disponibles sur Google ou la NASA. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, en bleu sur cette photo, bon, les couleurs sont probablement pas naturelles, hein, c'est fait pour montrer des contrastes. Toute la partie bleue et blanche est chaotique, vous voyez, elle est turbulente. Comme vous la trouvez dans une rivière de montagne, un torrent, c'est de l'eau turbulente, mais là ce sont des gaz qui sont turbulents. Et vous voyez des zones circulaires, là il y en a une blanche, un peu pâle, et surtout il y a la grande rouge. Et la grande rouge, c'est la grande tache de Jupiter. Quelle est sa nature? C'est tout simplement un cyclone. C'est un système ouvert parce qu'il s'alimente de gaz, un peu comme le cyclone s'alimente de l'air chaud et de la vapeur d'eau chaude de la mer. Il dissipe de l'énergie, parce qu'en tournant, eh bien, il y a des chocs de molécules. Et il est éloigné de l'équilibre, puisqu'il tourne en permanence, il est en permanence renouvelé, donc il est éloigné de l'équilibre. Et pourtant, cette tache de Jupiter, elle existait déjà lorsqu'on a inventé la lunette astronomique et lorsque pour la première fois, elle a été observée, et c'était par Galilée. Et cette tache rouge existe donc depuis plus de 500 ans. Et elle est là, et elle tourne toujours, et elle est toujours visible. Donc vous voyez, c'est une forme d'auto-organisation, c'est un objet qui s'est auto-organisé, et qui est typiquement le genre d'objet qu'on peut étudier avec la physique de Prigogine, c'est-à-dire des objets éloignés de l'équilibre. Un autre exemple de structure dissipative éloignée de l'équilibre, c'est la cellule vivante. Vous savez que vos cellules se reconstituent complètement en 3 semaines, hein. Je le dis bien, tous les organes, ce qu'on appelle les organelles, qui se trouvent à l'intérieur de vos cellules, tous ces petits organes, les membranes et tout cela, se décomposent en 3 semaines et se recomposent. Alors ça ne se fait pas tout d'un coup, ça ne se fait pas en bloc, ça se fait en continuité. C'est-à-dire que vous avez un bout de membrane qui disparaît, qui est détruit, un autre bout de membrane qui vient la remplacer, et ces organes, pareil, eh bien, vous en avez qui disparaissent, mais d'autres qui réapparaissent ailleurs, et il y a une reconstruction permanente de la cellule. Donc je dis bien, à 3 semaines d'intervalle, toutes les parties de la cellule se sont renouvelées. C'est donc un système dissipatif éloigné de l'équilibre. L'être humain, je l'ai dit, il est aussi éloigné de l'équilibre, mais il arrive à maintenir une forme de stabilité qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire il arrive à rester stable. Bon, si vous vous regardez ce matin dans la glace et vous vous regardez demain dans la glace, vous vous reconnaissez. Alors je dirais pas la même chose si vous vous regardiez dans une photo qui a 30 ou 40 ans. Là, c'est sûr que vous verrez des changements. Tout a une fin. La stabilité que nous avons n'est pas éternelle et donc c'est pour ça que nous sommes mortels. En tout cas, dans les 80 ans de vie moyenne d'un homme, eh bien, vous avez une stabilité d'un objet, d'un corps qui est en fait en plein renouvellement permanent. Eh bien, nous allons décrire maintenant deux sortes de systèmes en déséquilibre comme ceci. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'ils sont très fréquents autour de nous et donc on parlera d'autres systèmes peut-être plus tard, mais en tout cas, je tenais à parler de ces deux-là parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent autour de nous. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les états critiques auto-organisés. Alors, un état critique auto-organisé, c'est quelque chose qui se place dans un état critique et qui y reste. Alors, l'exemple type de ces systèmes-là, c'est l'étoile. L'étoile, c'est un système qui s'auto-organise à partir du gaz du Big Bang et qui va précisément atteindre un état critique. Le gaz s'effondre. En s'effondrant, tout chauffe et là, il y a des réactions nucléaires qui s'allument. Les réactions nucléaires font une explosion nucléaire.
mais l'explosion nucléaire est confinée par la gravité. Et vous avez donc une pression nucléaire d'un côté, une pression de gravitation à l'inverse, et les deux s'équilibrent miraculeusement. Alors le grand spécialiste des états critiques s'appelle Per Bach, un Danois que j'ai eu la chance de connaître, qui a passé plusieurs années de sa vie à étudier des tas de sable. Qu'est-ce qu'on peut étudier avec un tas de sable? Eh bien, dans son laboratoire, il avait ainsi des tables au-dessus desquelles il plaçait une trémie et il laissait couler du sable tout doucement, comme dans un sablier. Il laissait couler le sable et il se formait un tas sur la table. Le tas montait, montait, montait. Et à un certain stade, lorsque le tas avait atteint une certaine hauteur, les grains de sable ne pouvaient plus assurer leur cohésion et la gravité faisait tomber des avalanches. En fait, ce qui tient les grains l'un par rapport à l'autre, ce sont des forces de friction, mais quand le tas atteint une valeur critique en hauteur, la force de gravité excède la résistance de friction des grains, et là, on a une avalanche. Alors sur ce dessin, vous avez une avalanche devant vous, qui est là, et vous voyez une autre sur l'autre côté. Ces avalanches, eh bien, maintiennent le tas de sable dans l'état critique, c'est-à-dire toujours la même pente, je crois que c'est 33 degrés, toujours la même pente. On appelle ça une valeur critique. Et cette valeur critique est ajustée et se tient toujours ajustée. Alors si c'était pour montrer ça, est-ce que Per Bach aurait installé des tas de sable dans son laboratoire? Non, c'est que bien évidemment il est allé plus loin et il a eu l'idée de mesurer la taille des avalanches. Vous voyez, celle qui est devant est très grosse, celle qui est sur le côté est peut-être un peu plus petite, et vous vous doutez qu'il y a en permanence de petites avalanches, peut-être beaucoup de petites avalanches, que de temps en temps, il y a des avalanches un peu moyennes, comme celle-là, et puis alors très rarement, il y a la grosse avalanche. Imaginez par exemple que de ce côté du tas de sable, parce que c'était un peu plus humide, eh bien, le sable ait eu une cohésion un peu plus forte et que se soit accumulé là un bourrelet, et un beau matin, ben, le bourrelet tombe, et là vous avez une grosse avalanche. Alors, beaucoup de petites avalanches, de temps en temps des avalanches moyennes, et alors là, très rarement, la méga avalanche. C'est une loi très courante dans la nature. Vous savez, vous, très bien, que tous les jours, vous avez un petit désagrément. Je ne parle pas de catastrophe, mais c'est la tartine qui est tombée de la table par terre et qui, comme par hasard, est tombée du côté de la confiture. Le lendemain, c'est votre robinet qui fuit. Bon, vous avez des petits ennuis comme ça. De temps en temps, eh bien, vous avez un ennui plus grave. Vous avez attrapé le Covid et vous passez une semaine au lit. Et puis, de temps en temps, bah, oui, il y a les grosses catastrophes. Alors, vous connaissez donc cette loi. Elle porte un nom, et c'est ce qu'a découvert Per Bach, c'est ce qu'on appelle la loi de puissance. Alors, je vais vous donner un exemple de loi de puissance en simplifiant les choses. Reprenons ces avalanches. Eh bien, imaginez que je considère une avalanche moyenne, comme celle que vous voyez. Elle intervient avec une certaine fréquence. Si je prends une avalanche double, elle va apparaître 2 fois moins souvent. Vous voyez, ben ça c'est une loi de puissance. Si je dis qu'en doublant la taille d'une avalanche, il y en a 2 fois moins, ou en la multipliant par 10, il y en aura 10 fois moins, c'est une loi de puissance. Alors c'est une loi de puissance qui s'exprime comme on l'a mis ici. La fréquence d'une avalanche est proportionnelle à l'inverse de sa taille. Plus elle est petite, plus elle sera fréquente. La vraie loi de puissance, c'est pas tout à fait ça. Il faut ajouter un exposant. Vous voyez ici l'exposant n. Par exemple, 1 sur taille à la puissance 2 ou 1 sur taille à la puissance 1 demi. En fait, cet exposant dépend du phénomène étudié. Si par exemple, vous changez le sable qui est là et vous mettez de la farine, eh bien, la loi de puissance sera légèrement différente, c'est-à-dire que l'exposant changera. Alors, on va oublier cet exposant. Conservez en tête simplement cette image très simple. Si je double la taille d'une avalanche, j'en aurai 2 fois moins.
Eh bien, ces cas étudiés par Perbach sont extrêmement fréquents et je vous en donne quelques exemples. D'abord, les tremblements de terre. Alors, j'ai travaillé avec les Japonais pendant 22 ans et je suis allé 70 fois au Japon. J'ai toujours été frappé par l'attitude des habitants de Tokyo, Tokyoïtes, je crois, leur attitude vis-à-vis des tremblements de terre. En fait, ces gens vivent dans le risque permanent et ils l'assument totalement. C'est-à-dire que déjà, dans les écoles maternelles, on apprend aux enfants ce qu'il faut faire en cas de séisme. Ils ont des exercices et on leur apprend à se mettre sous la table, hein, c'est le réflexe. Eh bien donc, les Japonais vivent avec cela et ils savent bien qu'il y a beaucoup de petits tremblements de terre et que de temps en temps, il y a le méga tremblement de terre. Alors, je vais parler des deux extrêmes. Il y a un restaurant à Tokyo qui se trouve en haut d'une tour très haute et on dit que dans ce restaurant, si vous vous mettez dans une pièce fermée sans bruit et que vous écoutez bien, vous entendez en permanence un petit grondement et de la même façon, vous sentez de toutes petites vibrations. Ça veut dire que dans la région de Tokyo, il y a une activité sismique qui est permanente. Et là-haut, très finement, vous le sentez. Et vous avez en permanence ce mélange de petites vibrations et de bruits sourds. Pour vous donner une idée de ce que c'est, bon, vous l'avez peut-être vécu même en France, eh bien, ce que vous entendez en cas de tremblement de terre, vous entendez un grondement et en même temps, ça vibre, un peu comme lorsqu'un gros camion très chargé passe dans la rue. Ça fait des vibrations. Ben, c'est un peu cela. Eh bien, donc, en haut de ce restaurant, on entend très faiblement cette activité absolument continue qui sont les mini avalanches. Et puis à l'extrême, il y a le méga tremblement de terre. Les Américains qui connaissent cela en Californie l'appellent The Big One. Typiquement, The Big One, c'est celui qui arrive une fois par siècle, quoi. Eh bien, il y en a un qui a eu lieu dans la région de Tokyo il y a plus d'un siècle, hein, c'était dans les années 20, je crois, et ce tremblement a fait 100 000 morts. Et on sait que ce tremblement correspond grosso modo à la taille du tremblement centenal, le tremblement du siècle. On le sait parce que vous doutez bien qu'à Tokyo, on a toutes les statistiques que l'on veut sur l'activité sismique. Donc on attend un tremblement de terre de même ampleur un siècle plus tard. Eh bien, un siècle plus tard, c'est maintenant. Donc les Tokyoïtes savent qu'ils sont sous une menace permanente du Big One. Alors maintenant, un autre exemple de système qui est auto-organisé et dans un état critique, c'est le cerveau. Alors quelles sont les avalanches dans le cerveau? Ce sont des décharges de neurones. Vous savez que les neurones sont liés entre eux et ça forme des grappes. Et une décharge électrique d'un neurone déclenche une cascade d'autres décharges dans les neurones qui sont plus bas. Et donc vous avez ainsi une grappe de décharge qui se produit. Alors ça se produit en permanence dans votre cerveau. Grosso modo, vous en avez une centaine par seconde. Vous ne les sentez pas, mais c'est votre pensée. Votre pensée est faite de cela. Ce sont ces avalanches qui créent votre pensée. Eh bien, on sait maintenant que ce système cérébral est ajusté sur un niveau critique. Je vais l'expliquer plus loin. Et on le sait parce qu'on a mesuré la taille des avalanches dans le cerveau et on a vu qu'il y avait beaucoup de petites grappes de décharge et de temps en temps une très grosse grappe de décharge. Alors pour donner une image de cela, on va prendre le cerveau d'une souris. Imaginez une souris qui est toute seule dans la cuisine, il n'y a personne, c'est la nuit et elle cherche à manger. Donc elle a des petites décharges, elle sent une odeur, alors ça fait une petite décharge, elle voit quelque chose qui ressemble à un petit bout de fromage, alors elle va voir ce que c'est une autre petite décharge, et elle voit des miettes de pain, ça fait des petites décharges, et elle vit comme ça. Et tout d'un coup, elle entend grincer la porte, et dans l'entrebâillement de la porte, elle voit un chat. Eh bien là, je peux vous dire qu'il y a une très grosse décharge qui se produit dans sa tête. Et ça, c'est la décharge du siècle. Et il faut que très très vite, elle trouve l'endroit où elle va aller se cacher ou bien fuir. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de petites décharges et de temps en temps une grande, et c'est ce qui fait que le cerveau est un système
organisé sur un état critique. Je vous expliquerai dans 2 minutes ce qu'est cet état critique. Dernier exemple de système auto-organisé, je l'ai choisi dans la société. C'est l'économie de marché. Vous avez peut-être appris ce qu'on appelle la main invisible d'Adam Smith. Adam Smith disait que si on laisse librement tous les acteurs d'un marché acheter et vendre, si on les laisse faire, par miracle, les prix s'ajustent sur ce qu'on appelle le prix de marché. Et on n'a pas besoin d'un chef d'orchestre, ça se fait tout seul. Adam Smith est allé plus loin et il dit aussi que ce prix de marché n'est pas quelconque. Ce prix de marché est, comme par miracle, celui qui garantit la meilleure allocation des ressources. C'est-à-dire que si vous êtes sur le marché de La Rochelle, on vend des fraises, eh bien le prix des fraises va s'ajuster et lorsque les fraises se vendent à ce prix-là, eh bien toute la marchandise va partir. Donc déjà, vous n'aurez pas des cajots de fraises qui vont pourrir d'ici au lendemain. Et deuxièmement, vous aurez servi des fraises à un maximum de personnes par rapport à l'offre. Donc vous avez trouvé, comme par miracle, le bon prix qui réalise la meilleure allocation des ressources. Et ça, c'est l'économie de marché. Et on parle de main invisible parce que tous les agents trouvent par miracle le bon prix. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce que l'économie de marché, elle engendre des inégalités. Et oui, vous avez une concentration d'ultra riches, vous avez un petit peu plus de riches moyens, et vous avez en France des gens qui ont la chance d'avoir leur maison et peut-être une maison secondaire, donc on les qualifiera de riches. Et puis après, vous avez ceux qui ne peuvent pas se payer ça, et puis à la fin, vous avez une grande masse de gens qui sont très démunis. Eh bien, ce que je viens de vous dire, ça vous rappelle quelque chose? La loi de puissance. Eh oui, dans une économie de marché, la richesse se distribue selon une loi de puissance. On la retrouve toujours. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de cet état de fait et dire voilà, on va laisser faire Adam Smith et on ne fait rien d'autre. Non, nous sommes des êtres humains. L'homme, parce qu'il est intelligent, doit corriger les choses. Mais je tenais à vous expliquer cette main invisible d'Adam Smith pour dire que c'est en fait un état critique auto-organisé. Si on continue sur ce thème, je vais vous citer un exemple naturel qui est très intéressant, les barcanes dans le désert. Donc vous voyez que je reste dans le tas de sable. Mais là, c'est un tas de sable, non pas dans le laboratoire de M. Perbach, mais dans la nature. C'est un exemple que j'ai choisi parce qu'il est très intéressant, il rappelle la vie. La vie elle-même, bien évidemment, est un état critique auto-organisé. Eh bien, vous allez voir que les barcanes du désert ressemblent déjà quelque part à la vie. Ce que vous voyez sur ce dessin, c'est une barcane. C'est du sable, vous avez le vent qui vient par la droite et qui pousse le sable vers le haut, donc il fait monter le sable. Mais à un certain moment, comme dans les expériences de Perbach, le sable tombe et tombe de l'autre côté sous forme d'avalanche. Vous avez donc un mouvement continu de sable qui monte la dune et qui descend la pente des avalanches à l'avant. Une partie du vent aussi, lorsqu'elle se heurte à ce tas de sable, a tendance à prendre la tangente vers la droite ou vers la gauche et à se détourner. Et donc ça crée deux petites avancées de sable, deux cornes, si vous voulez, de la barcane. Ainsi, lorsque vous regardez une barcane par hélicoptère du dessus, vous voyez une forme de croissant. Et ce qui est important, c'est que la barcane bouge. C'est-à-dire qu'à droite, le vent fait monter le sable, et à gauche, il tombe, et la barcane avance tout doucement. La barcane, c'est une forme stable. Elle est éloignée de l'équilibre, ben oui, puisqu'il y a des avalanches, donc elle est éloignée de l'équilibre, mais elle est stable. Et c'est une forme régulière. À tel point d'ailleurs que quand vous regardez de loin, alors non pas en hélicoptère, mais à partir d'un avion très haut dans l'atmosphère, quand vous regardez le désert, vous voyez plein de barcanes qui forment des rides finalement. Et vous comprenez que ces barcanes, c'est l'équivalent des vagues dans la mer. Maintenant, pour établir un parallèle avec la vie,
Je dirais d'abord que les barcanes naissent. Qu'est-ce qui fait naître une barcane? Ben, il suffit qu'à un endroit, le sol soit plat et qu'il y ait un petit monticule. Le sable va arriver sur ce monticule parce que le vent pousse toujours du sable avec lui. Et ça va commencer à faire une dune. Et la dune va grandir, mais ensuite elle va se stabiliser à une certaine taille qui est critique. On est bien dans un système critique auto-organisé. Il y a une taille critique. Quand vous regardez les barcanes en avion, elles ont toutes la même taille. Donc voilà ce qui se produit pour la naissance d'une barcane. La barcane se déplace, je vous l'ai dit, à peu près 100 mètres par an. Elle est aussi un système qui se reconstitue en permanence, puisque le sable arrive d'un côté et tombe de l'autre, et la barcane avance sur le sable qui est tombé. Et on constate qu'elle maigrit un peu en hiver et elle grossit un peu en été. Ça dépend des vents et des températures. Elle se nourrit donc de sable et de l'énergie du vent. Et finalement, elle meurt. Les barcanes peuvent mourir si le vent faiblit. Eh bien, vous voyez, vous avez un petit peu tous les ingrédients de la vie sur ce merveilleux système de dunes qui est un système auto-organisé sur un état critique. Le cerveau. Je vous ai dit que je reviendrai sur le cerveau. On a vu tout à l'heure que c'était probablement un état critique auto-organisé parce qu'on observait des avalanches réparties selon une loi de puissance. Beaucoup de petites décharges neuronales et de temps en temps une grosse décharge neuronale, celle lorsque le chat arrive et découvre la souris. Alors, qu'est-ce qui est la variable critique qui s'ajuste? Eh bien, c'est la connectivité du cerveau. Alors, je vous rappelle ce qu'est la connectivité du cerveau. Votre cerveau comprend environ 80 milliards de neurones. C'est déjà un chiffre en soi tout à fait étonnant. Mais plus étonnant encore, chaque neurone de votre cerveau est connecté à 10 000 autres. Et c'est ça la connectivité. C'est ce ratio de connexion par neurone. Chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres. C'est-à-dire que pour déclencher un neurone, pour qu'il fasse une décharge, il faut qu'il traite à peu près 10 000 connexions. Ce sont des fils qui s'appellent des dendrites, et il y a des connecteurs qui s'appellent les synapses. Et donc tous ces fils apportent de l'électricité aux neurones, et s'il y a assez d'électricité, ça déclenche le neurone qui va faire une décharge. Alors beaucoup de ces fils ne véhiculent rien, selon les expériences. Selon que la souris voit un morceau de fromage ou selon qu'elle voit le chat, ça va être certaines de ces connexions qui vont être excitées et pas les autres. Eh bien, je dis que le chiffre de 10 000 environ est auto-organisé sur un niveau critique. C'est-à-dire que ce chiffre, il s'auto-organise, il se crée tout seul par une espèce d'équilibre. Et je vais vous expliquer d'où vient cet équilibre. Avant, je vais justifier l'importance de cet équilibre en vous disant que si naissait par exemple un être humain qui ait une pathologie qui fait qu'il n'a pas assez de connexions. Donc, au lieu d'avoir 10 000 connexions par neurone, il n'en aurait que 2 000. Eh bien, vous vous doutez que cet être serait débile mental. Il aurait des facultés pour se maintenir en vie, peut-être, mais en tout cas, sa pensée serait extrêmement faible. À l'inverse, imaginez une autre pathologie qui développerait les connexions, et au lieu de 10 000 connexions par neurone, il y en aurait 20 000 ou 30 000. Eh bien là, que se passerait-il? C'est tout simplement que chaque neurone serait assailli par trop de signaux, et donc la pensée serait extrêmement confuse et lente, parce qu'il faudrait attendre toujours ces dizaines de milliers de signaux pour agir. Donc vous auriez un cerveau qui est très lent et une pensée qui est très confuse. Vous comprenez donc que 10 000 est un équilibre. Alors maintenant, comment se fait cet équilibre? Personne n'a décidé que ce serait 10 000. C'est un équilibre qui se fait tout seul et qui se fait par un processus darwinien. Et ce processus darwinien commence avant la naissance, c'est-à-dire déjà dans le fœtus, quand se forme le cerveau, commencent à se former des connexions, on les appelle synapses, je vous l'ai dit. Synapse, c'est un connecteur chimique. Eh bien, commencent à s'élaborer dans le cerveau du fœtus les premières connexions. Et lorsque l'enfant naît,
le développement de ces connexions devient très très rapide. Je vous donne tout de suite ce chiffre qui m'a absolument sidéré lorsque je l'ai découvert dans un livre de Jean-Pierre Changeux sur le cerveau. Chez l'enfant en bas âge, disons dans les 3 premières années, le cerveau fabrique chaque seconde 40 000 connexions. 40 000 connexions par seconde. Et que deviennent ces connexions, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000 par seconde, que deviennent-elles? La plupart disparaissent. Et c'est parce que là, il y a un processus darwinien. J'ai une petite fille qui a 2 ans. Récemment, je jouais avec elle. Pour moi, le jeu, ça consiste à m'amuser à la voir et à découvrir ses attitudes. Et ça me donne beaucoup de plaisir. Le jeu pour elle, c'est différent. Le jeu pour elle, c'est pour fabriquer son cerveau. Tous les enfants jouent. Tous les enfants des mammifères jouent. Vous l'observez, dans les terriers, les petits lapins jouent, les petits lionceaux jouent à se faire la guerre, les petits chats, etc. Donc, le jeu est essentiel chez l'enfant. C'est le jeu qui lui permet de sélectionner les bonnes connexions. Effectivement, lorsqu'il fabrique 40 000 connexions, 40 000 connexions, 40 000 connexions en permanence, parmi ces connexions, certaines vont être excitées. Par exemple, dans mon jeu avec ma petite fille, je lui ai montré comment on assemblait 2 Lego, ça lui a plu. Ça a excité certaines des nouvelles connexions. Les connexions qui sont excitées vont se renforcer. À l'inverse, tout le reste va disparaître. Donc sur les 40 000, 40 000, 40 000 connexions, vous en avez quelques-unes qui se sélectionnent. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, c'est la mémoire et l'intelligence qui se constituent comme cela. C'est par l'usage, si vous voulez, des connexions que le cerveau se structure. Et tout le reste est élagué, comme si on voulait retenir certaines branches de l'arbre et on coupait tout le reste. Elles disparaissent d'elles-mêmes. Une connexion qui n'est pas excitée disparaît. Voilà. C'est un processus darwinien. Eh bien, je pense que si vous vous souvenez de ça, vous serez un peu comme moi lorsque je vois ma petite fille jouer. Immanquablement, je pense à ce que j'avais appris dans ce livre de Jean-Pierre Changeux. Je la regarde et je lui dis, toi, tu es en train de fabriquer 40 000 synapses par seconde. Évidemment, à mon âge, c'est l'inverse. On a plutôt tendance à les perdre. Eh bien, le cerveau donc se trouve sur un état critique dans sa connectivité. Les 10 000 neurones que vous avez en connexion avec chaque neurone dans votre cerveau proviennent de toute votre enfance et ensuite de tout ce qui s'est passé, parce que la sélection des synapses existe aussi à l'âge adulte. Simplement, c'est beaucoup moins impressionnant parce qu'il y en a beaucoup moins et que les circuits sont déjà formés par tout votre acquis. Je passe maintenant à la deuxième classe de systèmes que je voulais vous expliquer. Ce sont les systèmes les plus complexes. Là, on va toucher à la vie, en fait, qu'on appelle systèmes complexes adaptatifs. Adaptatifs, ça veut dire qu'ils ont une capacité d'adaptation. Votre corps a une capacité d'adaptation. Par exemple, votre température est ajustée sur un niveau critique. En voilà encore un autre exemple, 37 degrés. Les systèmes complexes adaptatifs sont capables de s'adapter aux fluctuations de l'environnement. Et là, on trouve essentiellement le vivant et tout ce qui est produit par le vivant. Par exemple, l'écosystème. Il s'adapte à la sécheresse ou il s'adapte à l'humidité. Prolongement de la vie, l'homme, son cerveau, on en a parlé. Le cerveau, ça sert d'abord et avant tout à s'adapter. Et puis l'économie s'adapte à une pénurie, s'adapte à un excédent, s'adapte à une situation de guerre, etc. Donc tout ceci, ce sont des systèmes adaptatifs. Eh bien, il y a un institut de recherche qui est spécialisé dans ces systèmes adaptatifs, qui s'appelle le Santa Fe Institute. Le Santa Fe Institute est né un peu à la suite de la bombe atomique. Je m'explique, ça se passait au Nouveau-Mexique, à Los Alamos, on a fait la bombe atomique, la guerre se termine, et on a dispersé une grande partie de tous les savants qui étaient là.
Une partie est restée pour faire la bombe H, parce que aussitôt la bombe A terminée, il a fallu passer à la bombe H. Ah oui. Alors, bien sûr, une grosse partie de tous ces savants a été libérée et a pu s'intéresser à d'autres choses. Et une partie ont décidé de créer un institut à côté de Los Alamos, à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, pour étudier les systèmes adaptatifs complexes. Et dans cet institut, vous trouvez une brochette de prix Nobel. Vous trouvez Stuart Kauffman, dont je vous ai parlé plusieurs fois et j'en parlerai encore de nouveau aujourd'hui, spécialiste de la vie, mais vous avez aussi des informaticiens, des computer scientists, vous avez des biologistes, vous avez bien sûr des physiciens, vous avez des économistes, et tous ces chercheurs, parfois prix Nobel, se réunissent au Santa Fe Institute pour étudier la dynamique des systèmes complexes adaptatifs. Vous en avez un exemple là, c'est une bactérie d'un système adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'adaptatif? Ça veut dire qu'il s'adapte, et en général, ce qui fait qu'il s'adapte, c'est que le système est plein de boucles de réaction, c'est-à-dire de boucles causales. Alors pour expliquer ce qu'est une boucle causale, vous sortez de chez vous, il fait 35 degrés. Ça va déclencher chez vous une boucle de réaction, c'est-à-dire que vos cellules vont se mettre à sécréter de l'eau, vous allez transpirer, et la transpiration avec le vent va refroidir votre corps. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de réaction, c'est une boucle causale, c'est-à-dire que la cause entraîne un effet, vos cellules fabriquent de l'eau, cet effet agit sur la cause de départ qui était la température en baissant la température de votre corps. Et c'est ce qu'on appelle une boucle de réaction causale, c'est-à-dire que l'effet rétroagit sur la cause. Et on l'appelle négative parce que cette boucle causale a tendance à amoindrir les effets. Donc vous étiez en train de vous échauffer, la boucle causale de la transpiration vous permet de rabaisser votre température. C'est une boucle causale négative. De la même façon, si vous vous mettez à avoir froid le soir, bien, il va y avoir des contre-réactions dans votre corps, c'est-à-dire d'autres boucles causales qui, par exemple, vont libérer de l'énergie sous forme de glucose dans votre corps pour lutter contre le froid. Et un corps humain ou le corps d'un animal est plein de boucles de ce type-là. Et c'est ça qui le rend adaptatif. Alors, je vous ai dit qu'il y avait aussi des boucles positives. Et positives, ce sont des boucles dangereuses parce qu'elles peuvent déclencher un effet d'entraînement. Alors, je vous en donne un exemple avec le climat. L'exemple de la boucle positive. La boucle positive, c'est celle qui va aggraver la cause. Nous mettons du CO2 dans l'atmosphère. La température de la Terre monte. En Sibérie, il y a des millions et des millions de mètres carrés de permafrost, en français pergélisol. Le permafrost, qu'est-ce que c'est? Ce sont des terres dans les zones froides qui restent gelées même en été. En été, c'est gelé sur 2 mètres, en hiver, c'est gelé sur 5 mètres, mais c'est toujours gelé. Eh bien, que se passe-t-il? Avec le réchauffement climatique, les zones les plus au sud, qui étaient du pergélisol, fondent, c'est-à-dire que la glace fond. Et à partir du moment où le pergélisol a fondu, vous avez toute une masse organique végétale là-dessous qui ne demandait qu'à pourrir, mais le pourrissement a été stoppé par la glace. Toute cette masse organique devient d'un seul coup capable de pourrir et les bactéries se nourrissent de tout ça et émettent une grande quantité de méthane. Le problème du méthane, c'est que le méthane est 28 fois plus nocif pour l'effet de serre que le carbone. Autrement dit, 1 gramme de méthane est aussi nocif que 28 grammes de CO2. Et là, vous avez une boucle positive, c'est-à-dire une boucle néfaste, parce que l'échauffement crée l'émission du méthane, et le méthane agit sur l'effet de serre et donc aggrave l'échauffement. Et là, vous avez un risque d'emballement, et c'est ce que craignent beaucoup de spécialistes du climat. Ils craignent que les boucles positives prennent le dessus, et il y en a plein, hein, il y en a plein d'autres, il y en a aussi dans les océans, et elles peuvent créer un effet d'entraînement dramatique. Ce n'est pas un cas d'école, ce n'est pas une invention théorique d'un farfelu écolo. Ça s'est produit.
et ça s'est produit pas loin de chez nous, ça s'est produit sur Vénus. S'il y a actuellement 500 et quelques degrés à la surface de Vénus, alors que Vénus au début présentait des conditions tout à fait proches de la Terre, on sait que Mars, Vénus, la Terre avaient à peu près les mêmes conditions il y a 4 milliards et quelques d'années. Si Vénus est devenue chaotique et chaude, c'est parce qu'à un moment, il y a eu l'emballement de l'effet de serre. Plus de chaleur, plus d'effet de serre, plus d'effet de serre, plus de chaleur. Et donc, certains craignent que les boucles de réaction se réveillent. Et là, malheureusement, ça peut aller très très vite et être très vite incontrôlable. C'est donc le plus grand risque que nous ayons en envoyant trop de carbone dans l'atmosphère. Alors, vous pourrez retenir de cela que le système adaptatif, que ce soit la biosphère, le climat, la géosphère, que ce soit l'être vivant, que ce soit votre cerveau, tous ces systèmes adaptatifs le sont parce qu'il y a plein de boucles de réaction. Boucles négatives, boucles positives, mais beaucoup de boucles, c'est-à-dire des liens de causalité, on va revenir sur cette notion de causalité, qui se rebouclent dans tous les sens, partout. Et c'est ce bouclage, qu'on appelle aussi la fermeture causale, c'est ce bouclage de toutes les boucles de réaction, toutes les causalités, qui fait l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité de l'organisme. Si votre organisme est stable pendant 80 ans, c'est grâce à de multiples boucles que vous avez dans votre métabolisme et qui en permanence sont là pour compenser ce qui peut se produire. Autre exemple, c'est le génome. Le génome, c'est un système adaptatif par lui-même. On s'est aperçu de cela dans les années 60, lorsque Jacques Monod et François Jacob ont découvert l'existence de gènes bien particuliers qu'on appelle les gènes régulateurs. Un gène régulateur, ce n'est pas comme les autres, un gène qui fabrique des protéines. Le rôle principal des gènes, c'est de servir de modèle pour fabriquer nos protéines. Non, les gènes en question, eux, ont une fonction différente. Leur but, c'est de déclencher d'autres gènes ou au contraire de les inhiber. Donc, ce sont des gènes qui commandent d'autres gènes, qui leur disent « toi, exprime-toi » ou « toi, arrête tout ». Et ces gènes régulateurs, eh bien, il y en a dans votre organisme à peu près 2500 qui donc ont des fonctions causales vis-à-vis des autres gènes. Alors là, sur le dessin de gauche, j'ai représenté une carte de vos gènes. Vous en avez 22 300. Je les ai posés sur une carte, je les ai dessinés sous forme de petits points. Bon, il n'y en a pas 22 000, mais c'est une image. Eh bien, parmi les 22 000, vous en avez comme A qui va commander un autre gène. Celui-là, il va commander même 2 gènes. B est commandé aussi. Et il se trouve que B est aussi un gène régulateur. Donc, une fois qu'il est commandé, hop, il commande un autre gène. Et vous avez ainsi des gènes qui commandent d'autres gènes. Donc, à chaque fois, ça fait une flèche, le gène qui commande et le gène qui est commandé. Et ces flèches, ce sont des liens causaux. Donc, on revient toujours à cette définition du système adaptatif. Il est plein de liens causaux qui, en fait, le stabilisent. Vous en avez donc 2500. Alors, là, je vais employer un mot qui va vous surprendre. Je vais dire que votre génome, c'est un cerveau. Et je vous disais à l'entrée de ma conférence que je vous montrerai que vous avez non pas un cerveau, mais vous en avez 3. Celui de votre encéphale, mais avant celui de votre encéphale, vous avez un petit cerveau qui est votre génome. C'est un petit cerveau et vous allez voir qu'il fait des grandes choses. C'est en fait une sorte d'ordinateur ou de cerveau. C'est pour ça que je qualifie le génome d'ordinateur ou de cerveau. Vous voyez cette carte avec les gènes. Eh bien, vous pourriez dessiner une même carte avec les neurones d'un cerveau. Et vous avez les flèches qui représentent les décharges d'un neurone qui se transmettent à un autre neurone. Cette carte, ça pourrait être un ordinateur aussi. Tous les points sont des transistors. Chaque fois qu'un transistor reçoit un signal électrique, il le renvoie vers le transistor suivant. Donc, vous comprenez que le génome est structuré en fait comme un petit cerveau. Et c'est ce qui permet au génome d'apporter des réponses
à des situations, à des stimulus ou à des nouvelles conditions. Par exemple, Néandertal ne peut pas manger de fruits, eh bien le génome présente des liens de causalité qui vont permettre à Néandertal de fabriquer le glucose dont il a besoin pour passer sa journée dans le froid à chercher des grosses bêtes. Vous vous êtes demandé peut-être comment un génome pouvait fabriquer une chenille et le même génome fabriquer ensuite un papillon. Oui, car c'est le même génome. Vous prenez une cellule de chenille, une cellule de papillon, et vous avez le même génome à l'intérieur. Alors comment le génome peut-il fabriquer une chenille ou un papillon? Eh bien, je vous donne la réponse. Je reprends ma carte des gènes. Là, je suis dans le génome d'un papillon. Eh bien, dans le génome d'un papillon, il existe certains gènes, je les ai représentés ici par une espèce de patate, qui sont spécifiques du papillon. Par exemple, imaginez des gènes qui commandent la fabrication des ailes. Donc ça ne concerne pas la chenille, mais ça concerne exclusivement le papillon. De la même façon, vous avez des gènes qui sont dans cette autre patate, spécifiques de la chenille. Par exemple, qui fabriquent les pattes de la chenille, les poils de la chenille, etc. Et puis vous avez tout le reste. Le reste, ce sont des gènes qui sont communs aux deux. Ah oui, parce que les deux, chenilles ou papillons, respirent. Donc tout le mécanisme de la respiration et de la fabrication de l'énergie à partir de l'oxygène, tout ça existe chez les deux. Donc vous avez une grande partie de gènes qui sont communs. Et sur cette carte, vous avez les gènes régulateurs. Il faudrait que j'ajoute les gènes régulateurs que vous aviez sur la carte précédente. Si je les ajoute sur cette carte, eh bien vous comprenez qu'il y a des gènes qui commandent les autres, et parmi ces gènes, il y en a qui vont inhiber les gènes du papillon quand se forme la chenille. C'est-à-dire que lorsque l'œuf se développe au départ, les gènes régulateurs vont inhiber toute la zone papillon et obliger à s'exprimer la zone chenille. Et lorsque cette chenille formera une chrysalide, vous vous doutez que c'est l'inverse. Les gènes régulateurs vont se charger d'inhiber les gènes chenilles et de favoriser l'expression des gènes papillons. Eh bien, ce mécanisme, vous l'avez aussi dans vos cellules. Vous savez que dans votre corps, vous avez 200 types de cellules. Cellules de poumon, cellules de cœur, cellules de peau, neurones, un autre type de cellules. Vous avez donc à peu près 200 cellules différentes qui sont spécialisées. On dit qu'elles sont différenciées, c'est la différenciation cellulaire. Eh bien, comment est-ce possible? Chacune de ces cellules a le même génome. Rappelez-vous le clone de la brebis Dolly. Vous vous souvenez, cette brebis qu'on avait formée in vitro à partir d'une cellule de peau qu'on avait prise sur le ventre d'une brebis. Une seule cellule de peau avait servi à faire un clone de la brebis. Pourquoi? Parce que la cellule de peau, bien qu'étant spécialisée, différenciée, elle possède le même génome que toutes les cellules de la brebis. Eh bien, dans votre corps, il se passe la même chose que pour les gènes de papillon et les gènes de chenille. Lorsque, à partir de l'œuf, votre corps commence à se former, eh bien, vous avez des cellules qui commencent à se différencier, des cellules de foie, des cellules de poumon. Et à chaque fois, c'est parce que des gènes régulateurs inhibent une partie des autres gènes qui ne servent à rien et forcent à s'exprimer des gènes particuliers de la cellule de foie ou de la cellule de peau. Dans le génome humain qui fait 22 000 gènes, vous avez ainsi des îlots qui sont spécifiques de la cellule de poumon, spécifiques du neurone, etc. Et vous avez des gènes régulateurs qui viennent les bloquer ou les débloquer. Et c'est comme ça que se différencient vos cellules en environ 200 catégories. Ben, je reviens au Santa Fe Institute. Stuart Kauffman, qui est un des grands spécialistes de l'origine de la vie, je parlerai beaucoup de lui dans mon prochain livre sur l'origine de la vie. Stuart Kauffman, lorsqu'il était encore étudiant en médecine, avait découvert ce qu'étaient les gènes régulateurs grâce à Monod Jacob.
et il avait pensé qu'à cause de cela, le génome était un réseau génétique. Un réseau, comme un réseau d'ordinateurs ou comme un réseau cérébral, un réseau neuronal. Il a eu l'idée, c'était les débuts de l'informatique dans les années 60, il a décidé de simuler le génome. Il a commencé par le faire à la main, puis très vite il a vu que c'était très compliqué et il est passé à l'informatique. Et c'est comme ça qu'il est devenu un spécialiste de la simulation du vivant. Et c'est ce qu'il a fait au Santa Fe Institute, c'est-à-dire qu'il a simulé l'être vivant, il a simulé le cerveau, il a simulé les écosystèmes, tout ça par ordinateur. Maintenant, je vous ai dit que le génome était un cerveau, alors je vais vous en donner un exemple amusant. Le génome est en fait le seul cerveau dont disposent les plantes. Les plantes n'ont pas de système nerveux. L'exemple que je vous cite ici, c'est celui d'une espèce d'antilope en Namibie qui se nourrit d'acacia. Eh bien, lorsqu'elle se nourrit d'acacia, l'évolution naturelle, pendant des millions d'années, fait que l'acacia concerné a développé une défense. Grâce à des millions d'années d'expérience accumulées, le génome de l'acacia en question a conçu, a enregistré une défense. Et cette défense se produit de la façon suivante. Dès qu'un acacia commence à être mangé par une antilope, ça déclenche des signaux chimiques et deux conséquences apparaissent. La première, c'est que l'acacia se met tout de suite à sécréter des tanins toxiques qui vont compliquer la digestion par l'antilope. Les feuilles deviennent toxiques. Et la deuxième réaction de l'acacia, c'est d'envoyer dans l'air un signal chimique sous forme de gaz qui est tout simplement de l'éthylène. Et donc l'acacia se met à jeter de l'éthylène dans l'atmosphère pour prévenir les autres arbres. Et les autres arbres, lorsqu'ils sentent de l'éthylène, c'est-à-dire lorsque cette molécule se colle à leurs feuilles, eh bien chez eux, ça déclenche aussi la sécrétion de tanins toxiques. Eh bien, la conséquence de tout cela, c'est que l'espèce acacia a développé une défense contre l'antilope. Les antilopes, lorsqu'elles commencent à manger les feuilles de l'acacia, elles se retrouvent très vite avec des problèmes intestinaux. Et puis quand elles changent d'arbre, eh bien elles tombent sur un autre arbre qui a été prévenu. Oui, mais les antilopes ont un avantage par rapport aux acacias, c'est qu'elles ont un cerveau. Et face à la réponse des acacias, les antilopes ont développé une réponse par leur cerveau. Et la réponse est très simple, manger face au vent. L'antilope mange face au vent. Dès qu'elle commence à sentir les tanins toxiques, elle se dit qu'il faut changer d'arbre. Et elle ne va pas chercher l'arbre vers l'arrière, parce que ceux qui sont vers l'arrière dans le vent, ils ont déjà été prévenus par de l'éthylène. Donc elle va marcher face au vent et elle va trouver de nouveaux arbres et elle va pouvoir commencer à les manger jusqu'au moment où va revenir le tanin, etc. Voilà. Eh bien, vous avez un équilibre comme ça qui s'est fait et finalement, c'est pas mal parce que cet équilibre permet aux acacias de ne pas être dévorés jusqu'à la mort et ça permet, malgré quelques inconvénients intestinaux peut-être pour les antilopes, ça leur permet quand même de trouver leur nourriture avec des acacias en allant face au vent. Donc vous avez un équilibre et vous savez que l'écosystème est fait d'équilibre comme ceci. Mais ce que je trouve intéressant dans cet équilibre, c'est que cet équilibre existe entre deux cerveaux. Le cerveau génomique de l'acacia et le néocortex de l'antilope. Alors évidemment, vous vous doutez bien que le cerveau génomique est très très lent. Il a fallu des millions d'années pour que les acacias développent cette parade, alors que l'antilope, avec son cerveau, avec un vrai néocortex, a une capacité d'adaptation beaucoup plus rapide. Si par exemple, même à la limite, disons qu'elle mange tous les acacias et qu'il n'en reste plus, et les antilopes trouveraient un moyen, grâce à leur cerveau, d'aller se déplacer ailleurs, d'aller trouver une autre plante, etc. Donc l'adaptation, dès qu'on a un système nerveux et a fortiori un cerveau, est beaucoup plus rapide. Mais là, j'ai choisi cet exemple parce que vous avez vraiment une compétition entre deux êtres vivants avec deux cerveaux différents, un cerveau génomique et un cerveau néocortex. Cette existence du premier cerveau qui est dans le génome
Je la prends comme explication d'un fait tout à fait étonnant, c'est que les plantes ont couramment beaucoup plus de gènes que les hommes. Quand on a commencé à décrypter tous les génomes, on a été très surpris parce que, par exemple, la plupart des graminées ont beaucoup plus de gènes que l'homme. Alors, je vous en donne un exemple ici, le riz. Le riz a 58 000 gènes, alors que nous nous contentons de 22 300. Alors pourquoi? Ben moi, je vois la raison dans ce que je vous ai expliqué avant. Les plantes n'ont pas d'autre cerveau que le génome. Et donc, on peut comprendre qu'au cours des temps, leur génome développe des mesures d'adaptation et en développe, et donc qu'il faille beaucoup de gènes pour développer toutes ces capacités d'adaptation. À l'inverse, lorsque ont commencé à apparaître les premiers systèmes nerveux, déjà chez des petits vers, hein, des formes d'animaux très très simples, vous aviez les premiers systèmes nerveux qui apparaissaient, eh bien très vite il y avait une capacité d'adaptation beaucoup plus rapide grâce aux nerfs. Ensuite, ces nerfs se sont concentrés dans le cerveau et là, bon, c'est encore plus adaptatif. Et à partir de là, bien, les êtres tels que les animaux n'avaient pas besoin de développer beaucoup leur génome. Leur adaptation se faisait par le système nerveux, puis par le cerveau. Et je pense que c'est pour cela que les animaux sont restés bloqués à un niveau de nombre de gènes inférieur à celui de beaucoup de plantes. Voilà, nous arrivons à la fin et je vous avais dit que nous avions trois cerveaux. Nous avons notre cerveau génomique, nous avons notre cerveau dans notre encéphale et il y en a un troisième. Alors quel est ce troisième? C'est la culture. C'est la société et le développement de la culture. De quand date la culture? Eh bien, je vous l'avais dit, on voit un tournant extrêmement brutal, extrêmement marqué dans l'histoire, 40 000 ans avant Jésus-Christ. Lorsqu'on étudie les fossiles, on voit, il y a 40 000 ans, un développement tous azimuts de la culture. Le symbole le plus connu, ce sont les peintures rupestres, mais c'est aussi la même époque où apparaissent les premiers instruments de musique, les premières décorations, les premiers bijoux, et puis surtout où on voit, parce que ça c'était vital pour la vie d'Homo sapiens, on voit un développement extraordinaire de la culture de la taille de la pierre. On voit ces hommes arriver à faire des flèches extrêmement pointues, extrêmement fines et légères en même temps. Eh bien, je dis que c'est un nouveau cerveau, c'est-à-dire que si je définis le cerveau comme un organe adaptatif, eh bien, la société avec la culture est elle-même adaptative. Et ceci sert à l'homme à s'adapter à des circonstances qui sont globales, c'est-à-dire qui dépassent l'individu. Alors, je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, nous avons provoqué un problème d'échauffement climatique. Eh bien, la société aujourd'hui s'occupe de cela, c'est-à-dire que nous avons le GIEC qui étudie cela, nous avons plein d'autres chercheurs qui étudient l'effet de serre et puis les effets solaires, etc. Donc la société se prend en main. Alors vous me direz, elle ne se prend pas en main suffisamment. Ben oui, ça ne va pas assez vite. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas traiter vous en tant qu'individu. Seule la société peut le créer. Le Covid, c'est pareil. Pendant la période du Covid, je vais mettre un masque, je vais essayer de me protéger et tout, mais un beau matin, en allant chercher mon pain, je vais croiser quelqu'un qui venait d'attraper le Covid et j'attrape le Covid, voilà. Donc, ce que je peux moi-même en tant qu'être humain faire, c'est quasiment négligeable par rapport à une pandémie. Par contre, la société, elle, s'est organisée. Alors, vous avez vu les hôpitaux s'organiser, on a fait le maximum de lits, on n'avait pas assez d'appareils pour s'oxygéner, on a fait fabriquer des appareils à la vitesse grand V. Les big pharma ont travaillé sur les vaccins et ont réussi en un temps record à sortir le vaccin ARN. Les politiques ont commencé à nous dire que le masque était inutile et puis ensuite ils nous ont dit qu'il fallait parler de porter le masque et que c'était obligatoire. Enfin, tout le monde s'y est mis de façon un petit peu cas un cas un et on a réussi à apporter une réponse à la pandémie. Une guerre, c'est pareil, c'est extraordinaire. Moi, j'y pense très souvent lorsque je vois des images sur la guerre en Ukraine. Je me dis comment ces gens s'adaptent. Eh bien, ils se sont adaptés. La vie continue en Ukraine, avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés, mais la vie continue.
L'industrie ne fabrique plus forcément les mêmes choses. Il y a des industries qui se sont mis à fabriquer de l'armement et on a compensé autrement par des plans B, des plans C, etc. On a compensé les manques dans l'industrie et bien sûr, il y a aussi des subsides qui viennent. Donc, vous voyez, une société s'adapte. Et donc, c'est pour ça que je qualifie la culture d'un cerveau, un cerveau qui nous permet de nous adapter, mais à un niveau plus global. Alors j'arrive à la fin et là, quand je vous parle de l'échauffement climatique, quand je vous parle du Covid, quand je vous parle de la guerre en Ukraine, je suis sûr que vous avez en tête l'idée que ce cerveau de la société est très imparfait. Et oui, certains d'entre vous vont dire on devrait tous remettre le masque parce que le Covid repart. D'autres disent il ne faut pas se vacciner parce que la vaccination c'est en fait une grande invention des big pharma pour s'en mettre plein les poches. Mais le vaccin n'a rien apporté et même pire que ça, le vaccin a tué des gens. Et puis, si je vous parle de la guerre en Ukraine, les uns vont dire il faut les aider, d'autres dire non, il ne faut pas les aider, il faut les laisser se débrouiller, on a d'autres chats à fouetter. Et donc, la société est ainsi faite d'idées qui vont dans tous les sens et finalement se crée un peu un équilibre au milieu. Et c'est un système ajusté, mais il s'ajuste tout le temps dans une frange très étroite. Et c'est une frange qui est bien évidemment entre l'ordre et le chaos. Donc je reviens sur le titre de ma conférence. La société s'ajuste en permanence, très finement, entre l'ordre et le chaos. Voilà, bien j'étais ravi de vous parler de tout cela. Et comme je le fais souvent pour finir, je vous donne une citation. Alors elle remonte à loin parce que c'est Marc Aurèle. Et Marc Aurèle disait « Observez comment toutes les choses sont autant de causes qui coopèrent pour donner tout ce qui existe. » Et vous voyez, je boucle cela un peu sur la phrase de départ qui était d'Emmanuel Kant. Marc Aurèle définit là comment les systèmes complexes se font en apparence à partir de rien. C'est-à-dire comment la coopération d'atomes va faire des molécules, la coopération de molécules va créer des corps, la coopération de molécules plus complexes va créer l'être vivant, la coopération des êtres vivants va créer un écosystème ou, s'il s'agit de l'homme, une société. Et donc, tout est dans cette phrase-là, c'est la phrase qui définit vraiment l'auto-organisation. On a l'impression que plein de causes coopèrent pour fabriquer des choses plus grandes. Voilà, eh bien, j'espère vous retrouver la prochaine fois pour poursuivre ce périple à travers la complexité et pour découvrir encore d'autres merveilles qui ont été inventées par la nature. Cette vidéo est tirée de mon livre « L'univers mille feuilles ». Je vous invite à consulter mon site sur lequel vous pouvez aussi me joindre sur www.mgm-ec.fr.